Nous recevons ce soir Martine Boudet et Alain Réfalo. Martine Boudet est d'abord membre du conseil scientifique d'Attaque et elle est aussi coordinatrice de l'ouvrage justement SOS Éducation pour une éducation démocratique, qui est un recueil de textes de différents intervenants, et en particulier donc de Alain Réfalo, pardon, qui interviendra à la suite pour dire un petit peu ce qu'il a communiqué dans cet ouvrage, et plus largement sur les réformes en cours au niveau du corps enseignant. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre davantage, je vais laisser tout de suite la parole à Martine qui va nous développer un petit peu le sens de cet ouvrage. À toi Martine, merci. D'accord. Bon, je te remercie, hein, donc merci à Jean-Pierre Crémeau, hein, pour cette invitation, hein, véritablement au nom des Amis du monde diplomatique, et puis donc de la part de l'équipe du livre, un remerciement aussi aux autres associations qui sont à l'origine de cette réunion, de cette rencontre, Attaque Toulouse, la Fondation Copernic et l'Université populaire. Donc merci à tous, c'est une cause commune bien sûr. Alors, moi, je pensais présenter assez rapidement le contexte sociopolitique et je dirais géopolitique également, hein, qui est un petit peu à l'origine de la crise éducative et de recherche, hein, qui est quand même de notoriété publique, hein. Je ne pense pas inventer beaucoup d'éléments qui vont être exposés pendant cette demi-heure, hein. Alors, à la suite de quoi, donc, on verra en quoi il y a un rapport de force qui est relativement défavorable au monde enseignant et au mouvement social d'une manière générale, hein, avec une sorte de contre-révolution qui se profile à l'horizon, donc de type réactionnaire, bien sûr. Et je conclurai avec la présentation du livre, hein, de ce livre collectif, et donc avec le panel des préconisations pour essayer de remédier à la crise actuelle, voire de trouver des alternatives, hein, au système éducatif et de recherche tel qu'on le connaît actuellement. Voilà, alors pour démarrer sur le contexte géo-sociopolitique, hein, voilà, bon, tout le monde sait bien sûr que nous assistons à une forme de dérive autoritaire de l'appareil d'État, hein. Voilà, c'est bien clair que l'éducation nationale et l'université font partie, sont des institutions, bien sûr, de l'appareil d'État, hein, bien sûr, et à ce titre-là, enregistrent à leur niveau, hein, bien sûr, à leur échelle, cette forme de dérive. Voilà, mais alors pour en rester au contexte, donc moi je pense profondément que l'origine elle est géopolitique. Bon, je crois qu'il ne faut pas avoir des visions nationalistes du problème qui en resterait uniquement au cadre hexagonal, hein, voire lié aux Outre-mer. Il y a véritablement une dérive géopolitique avec la crise du système france-africain, du système néocolonial, hein. Il faut savoir que nous avons des armées depuis 2013 au Sahel, hein, ça n'est pas n'importe quoi, hein, il faut quand même en faire le bilan un jour ou un autre. La crise donc, de l'intégration des jeunes de l'immigration, issus de l'immigration, hein, tout le monde sait quand même que ça ne va pas bien dans les banlieues, et que le terrorisme islamiste pardon, est une forme de réaction, hein, de réponse à cette situation, à ce relationnel défavorable, et qui souvent est marqué par des discriminations systémiques. Voilà, tout le monde sait qu'en retour, face à cette crise, les gouvernements successifs ont promu police et justice, voilà les secteurs régaliens, hein. Donc on essaiera de comparer avec le système éducatif, voir en quoi il y a quand même un déséquilibre au niveau de la gestion de ces pôles institutionnels. Et puis, donc, dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne, on a déjà eu une annonce comme quoi le budget des armées allait être accrue d'une manière tout à fait significative. Voilà. Alors, on a véritablement un ensemble qui est quand même défavorable à l'école et à l'université, et sur un fond d'arsenal législatif liberticide, hein. Je n'énumère pas toutes les lois qui ont été élaborées depuis 10 ans en particulier. Voilà, alors sur ces bases, le pouvoir se centralise d'une manière bonapartiste, hein. On a affaire désormais à un président qui est un actuel président d'ailleurs de l'Union européenne en exercice et qui est en chef de guerre sur différents fronts au Sahel et maintenant à l'Est. Voilà un peu la situation générale. Alors, à partir de ce cadre institutionnel, il est assez peu étonnant d'analyser le fait que, évidemment, l'opinion publique elle-même connaît bien sûr ce type de dérive, hein. L'électorat
connaît actuellement, bien sûr, une hausse spectaculaire de l'extrême droite, des programmes de l'extrême droite, hein, tout le monde le sait, avec en particulier une sorte de banalisation de la thèse du grand remplacement. Hein. Donc voilà, en ayant donc en ligne de mire les communautés immigrées et spécialement la communauté musulmane, bien sûr, avec laquelle un débat polémique et houleux est mené, il faut le dire, bien sûr du fait du terrorisme islamiste, hein, qui est une réalité en tant que telle, hein, et pourquoi pas de l'islamisme radical, qui également prolifère dans les banlieues, dans les quartiers dits populaires. Voilà un peu le contexte. Hein. Et donc, il est tout à fait logique que les institutions éducatives et de recherche subissent cet effet-là, hein, de crise. Et donc, ça se traduit par une gestion de plus en plus autoritaire des personnels. Voilà, hein, l'administration caporalise les personnels enseignants et le nombre de sanctions abusives est en augmentation nette, mais n'est pas connu. Et là, c'est là que se pose le problème, à notre avis, bien sûr, parce que c'est listé dans le livre. Donc, cette question-là des sanctions, hein, des procédures disciplinaires qui sont menées actuellement, devrait être davantage dans le collimateur du mouvement syndical, de manière à pouvoir résister au mieux à cette dérive. Dans la mesure où elle entraîne des drames. Hein, alors, des drames clandestins, à tous les collègues qui ne vont pas vraiment mettre sur la place publique les représailles, les procédures dont ils ont été l'objet, mais pire encore, on se rappelle le suicide en 2019 de Christine Renon, directrice d'école et syndicaliste de Sud Éducation dans le 93. Voilà, alors donc, il y a un cadre législatif propre à nos institutions. Et dans le cadre de l'éducation nationale, ça s'appelle la loi Blanquer sur l'école de la confiance, qui institue un devoir d'exemplarité, hein, je cite le texte, hein, des enseignants, hein, quid de l'indépendance quand même pédagogique, académique des personnels, hein, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Voilà, donc on nous amène finalement d'une manière implicite ou pas à un devoir de réserve, hein, qui n'est pas tout à fait dans l'optique, bien sûr, de la liberté d'enseignement. La loi sur la fonction publique a précédemment mis fin aux commissions paritaires, qui permettaient le contrôle de la gestion des carrières par les représentants des personnels. Et ça, c'est très grave. Hein, c'est très grave. On avait on appelait les commissions académiques paritaires, hein, les CAPA, etc., dans lesquelles les syndicats, désormais, siègent très peu. Et donc, cette forme d'arbitraire quand même grandissant, eh bien, on peut s'étonner du fait qu'il n'est pas quand même suffisamment médiatisé. Hein. Il y a une forme pas de soumission, loin de là, mais de fatigue des personnels qui ont quand même pendant des années résisté à ce courant, à ce vent mauvais, mais actuellement qui sont un petit peu en difficulté, et très nettement en difficulté. Alors, autre effet collatéral de cette dérive autoritaire, c'est l'accumulation des violences des publics. Singulièrement au collège et au lycée, hein, qui sont bien sûr des tranches d'âge dont on sait, soit la difficulté effectivement au niveau des apprentissages, soit le fait que ce sont des publics d'ados ou de pré-ados qui ont nécessité à un moment donné de s'exprimer, et parfois d'une manière virulente. Hein, et il ne faut pas que ce soit aux dépens des enseignants d'une part, mais d'autre part aux dépens des personnels eux-mêmes, hein, qui n'ont pas à subir des violences effectivement venant des publics. Hein, et ils ont au contraire à revendiquer la protection de l'administration face à cette situation. Or, on constate une fréquente incurie des directions, voire des cas de complicité. Dans la mesure où le personnel enseignant est considéré plus ou moins un peu comme subversif, je veux dire, dans le contexte actuel d'ordre idéologique qui se construit, on ne va pas forcément l'aider à pouvoir gérer les classes, hein, ou la vie pédagogique et scolaire dans les meilleures conditions. Voilà comment ça se passe dans pas mal d'établissements. Alors, pour en revenir à ces violences juvéniles, elles sont, semble-t-il, de deux types. Dans les établissements qui sont plutôt franco-français, il n'y a pas une forte proportion d'enfants issus de l'immigration. On pourrait parler de violences caractérielles, hein, asociales, hein, liées à un individualisme excessif. Voilà. Et donc, ce sont toujours des petits groupes, bien entendu. Il ne s'agit pas
de cibler les groupes classes dans leur ensemble. Mais force est de constater qu'il y a eu une inversion de la tendance. Et il y a 10 ans, il y avait encore des locomotives qui amenaient le groupe justement à une expression plus optimale. Et donc aider l'enseignant à faire son cours et à faire passer, à transmettre les enseignements. Maintenant, ben, ce sont beaucoup moins ces locomotives qui s'expriment que les fortes têtes. Véritablement, on a un effet sociologique qui serait à étudier de plus près. Alors, ces violences, bien sûr, elles vont contre les personnels, mais on ne peut pas oublier, bien entendu, que les premières victimes sont les élèves eux-mêmes. Un élève sur 10 est harcelé selon l'Observatoire de la violence en milieu scolaire. Donc, il ne s'agit pas, bien entendu, d'oublier le public qui ne sont pas responsables de cet état de fait. Ce sont des mineurs, pour la plupart d'entre eux, et loin et de nous l'idée, bien entendu, de les responsabiliser de la crise actuelle. Mais par contre, il faut arriver à gérer, bien sûr, les violences internes au groupe. Et dans le cas des établissements populaires, multiethniques, ce sont bien sûr des violences plutôt de type communautaire et qui sont souvent réactionnelles au programme. Moi, je pense qu'il y a quand même une relation au programme d'enseignement qu'il faut revoir avec les publics des quartiers populaires, et on en parlera dans une deuxième partie de l'exposé. Voilà. Et donc aussi une riposte à l'égard, d'une manière générale, d'un système qui leur apparaît discriminatoire. Ils n'ont pas tort. Voilà. Et dans ce deuxième contexte de violence, enfin, et donc de relations difficiles avec l'administration, l'événement le plus tragique enregistré est bien sûr l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty en 2020. Voilà. Alors pour rappel, l'année d'avant, en 2019, il y avait eu le mouvement enseignant Pas de vague, qui, suite à un incident qui n'avait pas été meurtrier dans ce cas, c'était une arme, comment est-ce qu'on appelle ça, c'était une arme factice, voilà, qui avait été brandie à la tête de la professeure. Voilà, et donc ça avait créé le mouvement enseignant Pas de vague, et donc qui alertait, bien sûr, sur les conditions de travail, avec une demande, bien sûr, de protection. Et il faut savoir que ce mouvement n'a donné lieu à aucune suite significative. Voilà. Alors, une conséquence, c'est parmi d'autres, je suis désolée de ce panel de dispositifs négatifs, loin de moi l'idée de vouloir assombrir le tableau, mais je pense, il me semble que ce soit des réalités objectives. Alors, donc, une conséquence, ce sont des démissions fréquentes de stagiaires et d'enseignants, et une crise sérieuse du recrutement, singulièrement en collège et en lycée, et en particulier dans des disciplines telles que les mathématiques, disciplines fondamentales. Beaucoup d'étudiants, on voit bien la différence, ne serait-ce qu'au niveau des salaires, bien sûr, mais aussi au niveau des conditions de travail, entre devenir prof, comme on dit maintenant, voilà, d'une manière un peu trop familière à mon avis, et puis devenir ingénieur ou avoir des carrières de cet ordre dans le privé. Alors, pour remédier à une situation aussi délétère, il faudrait, semble-t-il, prendre davantage en compte, au niveau institutionnel, bien sûr d'abord, mais aussi au niveau syndical, la féminisation du monde enseignant. C'est une donnée anthropologique qui est relativement mise sous le boisseau, mais enfin qui est ignorée. Alors que véritablement, il y a un effet, un relationnel qui est tout à fait défavorable au monde enseignant. Dans la mesure où il n'y a pas de contrepoids suffisant en termes d'aide administrative, face à la massification scolaire, automatiquement, l'autorité professorale s'affaiblit. Si on a affaire à un collectif qui est largement, et parfois très largement, majoritairement féminin. Voilà, c'est pas du tout à l'encontre des collègues femmes que de dire cela, mais c'est le fait de rappeler l'importance, bien sûr, du soutien administratif pour arriver à une co-gestion de l'autorité dans les établissements. L'autorité dans le bon sens du terme, bien sûr. Il ne s'agit pas d'imposer une loi qui serait attentatoire, bien sûr, aux libertés et aux droits, mais quand même de conduire à une gestion des devoirs et des droits qui favorise, bien sûr, la transmission et puis la construction, la co-construction des savoirs et des cultures. Voilà. Et alors donc, à l'université, voilà, l'université elle-même, bien sûr, subit ce type de phénomène, et en particulier avec le stress accru que subissent les étudiants,
et en amont les bacheliers et les lycéens. Hein. Alors ceci du fait de trois procédures. Hein. La disparition des filières, hein, littéraires, mathématiques, économiques, etc. Hein, la réforme du bac sur une conception individualisée, hyper individualisée, donc des choix d'orientation, et puis donc le système de sélection à partir du bac appelé Parcoursup, et qui se poursuit même après la licence. Voilà. Alors là, on a un parcours d'obstacles, sans doute depuis la première, hein, qui, pour les lycéens et les futurs étudiants, est tout à fait stressant. Hein. Il y a vraiment une remontée de tous ces problèmes que vivent les jeunes pour effectivement construire leur avenir d'une manière un tant soit peu équilibrée, avertie et sereine. Hein. Il y a véritablement un énorme problème et donc on ne peut pas mettre sous le boisseau cette question qui quand même fait dépendre un peu l'avenir du pays. Hein. De la vie professionnelle de nos jeunes dépend en grande partie, bien sûr, l'avenir du pays. Voilà, et donc ces jeunes, dans cette espèce de, de cataclysme latent hein, qu'ils vivent, bon, subissent un fort abstentionnisme électoral et souvent un désengagement militant. Hein. Il faut savoir qu'ils sont à la fois désorientés idéologiquement, pour la plupart, hein. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, précarisés économiquement, hein, avec tous ces phénomènes de sélection dont on vient de parler. Donc, on ne peut pas s'étonner du fait qu'ils votent moins aux élections. On l'a vu pour les élections, je pense, municipales de l'an dernier. Hein, le phénomène avait été largement commenté. Et au-delà, au niveau militant, cette fois-ci, hein, au niveau de, quand même des idéaux progressistes, bon, tout le monde sait que le mouvement étudiant, tel qu'on l'a connu en 68, n'existe plus. Hein, il n'y a plus que quelques îlots de résistance dans des départements de sciences sociales, pour la plupart, et d'humanité, hein, artistique, littéraire, etc., hein, tels que l'université Jean Jaurès à Toulouse. Mais ceci étant, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est mort, un mort de mort, hein, ou tout du moins totalement endormi, et que véritablement cette tradition est à faire renaître, et il faut espérer que le monde social et le monde enseignant aient les moyens d'aider la jeunesse à se construire sur un terrain idéologique. Voilà, et donc tout cela fait qu'en période électorale, qui est celle que nous connaissons actuellement, eh bien, ces secteurs, de l'école et de l'université, sont quand même relativement peu évoqués dans les médias dominants. Hein, on peut comparer avec la santé. Hein, il est heureux qu'avec l'hôpital, en période pandémique, ce secteur ait pu être quand même mis en avant. Hein, voilà. Ce n'est pas le cas, me semble-t-il, pour l'école et l'université, hein, si ce n'est pour des sujets assez relatifs tels que le salaire des enseignants, hein, qui est tout à fait fondamental, mais dont le thème ne suffit pas à, comment dirais-je, à régler tous les problèmes existants dans ce système éducatif. Alors voilà pour le contexte. Hein. Alors la deuxième partie va traiter donc de ce rapport des forces défavorables. Hein, bon, pas définitivement, hein, c'est toujours une bataille éperdue, ça n'est pas la guerre, bien entendu, des idées, qu'il est loin de là. Et donc cette bataille des idées de la communication, comment est-ce qu'elle se mène actuellement? Alors il est clair que c'est sur la base de ces violences démultipliées, multilatérales, hein, institutionnelles comme citoyennes, que se constitue, comme je le disais tout à l'heure, une forme de contre-révolution. Mais donc il dit, hein, d'autres le disent et argumentent à ce sujet. Et alors qu'on pourrait caractériser de type sécuritaire, hein, c'est la fameuse lutte contre le radicalisme, hein, et ethno-nationaliste, c'est-à-dire identitaire, identitariste. Voilà, hein. D'où la progression de l'extrême droite dont on parlait tout à l'heure. Et donc, voilà, il s'agit, bon, pour cette frange de la population et des élus, hein, bien sûr des responsables, des organisations concernées, de lutter contre ce qu'ils appellent, entre guillemets, le terreau du terrorisme islamiste. Hein. Et selon eux, selon cette frange de la population, quel est ce terreau? C'est le communautarisme, qui est donc d'ordre ethnique, c'est le séparatisme islamiste, l'islamo-gauchisme, les acquis des sciences sociales, dit déconstructionniste, hein, c'était le thème du colloque à la Sorbonne hein, en janvier dernier. Et donc, rappelons quels sont ces acquis. Hein, ce sont les acquis antiracistes, postcoloniaux, intersectionnels, mais aussi l'écriture inclusive, qui est au compte quand même d'une mouvance féministe, et même la pédagogie immersive des écoles en langue régionale, qui, elle, cette pédagogie,
est à l'actif depuis plusieurs décennies, depuis peut-être 50 ans, du mouvement culturel des régions. Voilà, donc c'est un spectre très large. Et cela montre bien la force du refus. Véritablement, ça. Voilà. Bon, cela a été dit, mais je crois qu'il faut rajouter tous ces éléments. Bon, la question du féminisme est souvent rajoutée dans les analyses. Moi, je me permets de rajouter la question régionale parce que les régions font partie du pays. Et à ce titre-là, leur propre construction culturelle a été partiellement donc mise à mal. Alors, je le cite, enfin, je parle de la loi en question, de par la censure de la loi Molac, qui date de l'an dernier. Cette loi elle a été votée en 2021 sur la promotion des langues régionales et censure par le Conseil constitutionnel sur la question de l'enseignement immersif dans une langue autre que le français. Voilà. Donc, le spectre est large. Tout le monde en prend voilà, pour son grade, si je puis dire. Alors, il faut citer aussi la loi de respect, bien sûr, des principes de la République, votée en 2021 aussi, et qui est largement axée, bien sûr, sur cette fois-ci les publics et les citoyens musulmans, de confession musulmane, voilà, de culture musulmane, je dirais. La commande d'enquête au CNRS sur l'islamo-gauchisme et les études postcoloniales par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et puis le fameux colloque réactionnaire de la Sorbonne, dont je parlais tout à l'heure, à l'initiative du ministre de l'Éducation nationale. Voilà, alors donc, cette dérive, cette contre-révolution se nourrit, en fait, d'un déficit programmatique du côté des forces progressistes. Bon, je pense que tout le monde fait le constat. Quand on voit le rapport des forces électorales actuelles, on sait bien qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas équilibré, bien sûr, dans le panorama national. Et selon nos analyses dans le livre, celle que j'ai pu faire dans le chapitre que j'ai rédigé, signé, du fait d'une minoration des sciences sociales et des questions culturelles et interculturelles, questions qui sont abusivement appelées communautaristes par la réaction. Voilà, donc c'était ce débat interne au mouvement social et au monde enseignant que nous souhaitons engager et que personnellement je souhaite engager sur la base de mes travaux, puisque bon, personnellement j'ai enseigné le français et les lettres pendant des décennies, et donc il me semble qu'il y a quand même un élément à ajouter parmi d'autres, dans le débat actuel pour essayer de refonder un débat, comment dirais-je, des principes de progrès à l'échelle du pays. Alors, pour en arriver à ce débat sur les questions en particulier culturelles et interculturelles, avant cela, il serait bien de faire le bilan de la refondation de l'école. Voilà, on est obligé, là encore, de voir quels sont les acquis, bien sûr, de la loi Payon d'orientation et de programmation votée en 2013 sur la refondation de l'école, et quels sont aussi ses manques en tant que tels. Alors, en matière d'acquis, il faut citer la création des SP, des écoles supérieures de professorat et d'éducation, qui succédait à la suppression des UFM sous le mandat de Sarkozy. C'est une excellente chose, bien entendu, qui a été saluée d'une manière générale. La création de postes, de nombreux postes, la création du Conseil national des programmes sur une base d'autonomie, de l'éducation, de l'enseignement, de l'éducation morale et citoyenne, l'EMC, dans le secondaire, de la section français langue étrangère au CAPES de lettres modernes, et puis bien sûr un renforcement de la parité homme-femme au niveau des carrières de l'enseignement, et également au niveau des enseignements. Ça a été en partie le combat de Najat Belkacem, indéniablement. Mais des manques ont coûté très cher pour la suite, et sont quand même en bonne part, en partie, à l'origine de la crise du système. Alors, le refus d'abroger la loi liberté et responsabilité des universités. On en parlera tout à l'heure dans le cadre du capitalisme cognitif. Mais pour en revenir à l'éducation nationale, l'absence de démocratisation administrative et d'appel à la participation active des personnels. Et c'est d'autant plus étonnant que le monde enseignant était, oui, on ne sait plus où on en est maintenant, avec la perte des repères, l'électorat naturel du Parti socialiste. Et alors, à l'époque du vote de la loi, de la discussion sur la loi en 2013-2012, Pierre Frakowiak, qui est un inspecteur actuellement à la retraite, un collaborateur de Philippe Mérieux, voilà, a énormément négocié à l'intérieur du PS, en tant qu'enseignant, représentant les enseignants, pour dire, écoutez, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.
Vous ne pouvez pas voter une loi de refondation sans demander quand même aux enseignants au départ quels sont leurs desiderata, leurs aspirations, leurs problèmes, etc. Hein, bon, ça a été fait, il y a eu des rencontres, mais la représentativité était très limitée en matière d'enseignement. Bon, ça c'est un problème énorme, énorme, parce que là, on en est maintenant à un stade de, quand même de passivité du monde enseignant. Et là, il y a eu une responsabilité historique. Alors, la réduction du concept louable d'école inclusive. Hein, bon, il faut savoir que ce concept a été inscrit dans l'article 1er du Code de l'éducation. Hein, donc, c'est tout à fait louable. Hein, mais il est réservé au public en situation de handicap, ce qui est une excellente chose. Hein. Je suis personnellement, bien entendu, pour une meilleure inclusion de ces personnels et de ces publics. Mais l'oubli est fâcheux, hein, donc qui est celui des publics d'origine étrangère, hein, immigrés, arabophones. Dans le même temps, il faut savoir que le CAPES d'arabe, l'enseignement de l'arabe, était le nombre d'enseignants qui devaient être recrutés était nul, c'était zéro au moment de la gestion de Benoît Hamon. Il y a eu des appels au secours, des arabisants, hein, des spécialistes quand même de la discipline, donc ça, d'un côté, il y a quelque chose qui tourne pas rond quand même. Hein. Et donc, il y a même eu, je l'ai vu récemment, une demande parlementaire hein, qui a donné lieu à un retour administratif en disant que non, ça correspondait au nombre public. Donc, c'est complètement faux. Hein, le nombre d'arabophones en France est le deuxième, parce que c'est la deuxième communauté linguistique du pays, après la communauté francophone. Voilà. Alors, zéro recrutement au CAPES d'arabe en 2014, il y a quelque chose quand même qui ne va pas du tout. Voilà. Et alors, pour conclure, aussi, au moment de la réforme des collèges, il y a eu une difficulté, là c'était au niveau de Najat Belkacem, hein, à arbitrer les débats au sein de la communauté éducative. Hein, parce que c'est normal que la communauté éducative ait plusieurs philosophies, si vous voulez, éducatives, hein, c'est normal. Alors, vous avez d'un côté les pédagogues, hein, Philippe Marie, parti, voilà, des syndicats tels que le SGEN, la CFDT, et de l'autre, ce qui n'est pas en opposition, moi je dirais en complément, vous avez ce qu'on appelle l'intersyndicale, dont la FSU, hein, le SNES, etc., qui était pour la défense des disciplines. Et il y a eu en particulier le débat sur le latin et le grec à cette époque-là. C'était assez oublié. Voilà. Et il y a eu une difficulté à arbitrer ces débats. Et donc, même une prédominance de la pédagogie, moi je suis bien pour la pédagogie, mais à ce moment-là, c'était quand même anormal que l'intersyndicale, qui était quand même majoritairement représentée dans le monde enseignant, ait été, là encore, mis en minorité. Hein, voilà. Donc tout cela ne permet pas les choses de faire avancer le débat interne aux institutions. Voilà. Alors donc, pour en revenir bon, à la question interculturelle et culturelle dont je parlais tout à l'heure, hein, cette fois-ci, donc, le livre a un chapitre qui est intitulé donc, Pour une école inclusive et qui se prédispose par rapport bien sûr à ce conflit si latent et parfois ouvert qu'il y a entre l'institution éducative et des publics juvéniles hein, venant des quartiers populaires et multiethniques. Hein. Et suite au drame qui a frappé le collègue Samuel Paty, beaucoup a été écrit, bien entendu. Hein. Et il faut savoir que la loi sur le respect des principes de la République a été votée à la suite de ce drame. Hein. Voilà. Et dans le monde enseignant et syndical, un consensus existe sur l'exercice de l'esprit critique, le maintien de cet esprit critique. Hein. Ça fait partie de la tradition éducative, il n'est pas question de revenir sur cela, même si des islamistes radicaux, par exemple, pensent autrement. Hein. L'école est une instance laïque. Voilà. Et en même temps sur la lutte contre les discriminations par la réhabilitation de l'éducation populaire. Voilà. Alors, on est d'accord là-dessus. Hein. Personne ne peut aller contre. Mais est-ce que c'est suffisant? Voilà. Alors donc, on pense qu'il faut rajouter à cela tout un débat d'ordre culturel et interculturel. En sachant que les émeutes urbaines de 2005, hein, qui étaient des émeutes juvéniles, hein, ont été les plus fortes enregistrées sur le sol européen, hein, du fait justement de cette multiculturalité à la française, mais qui vient d'une projection à l'international dont on connaît tous les limites, bien entendu, actuellement.
Donc la France est interpellée périodiquement sur son modèle d'intégration. Hein. Et des rendez-vous ont été manqués, je dirais un petit peu comme la loi de refondation, par exemple les rapports sur la refondation de la politique d'intégration, qui ont été remis par des universitaires tels que Khalid Hamdani au Premier ministre Ayrault en 2013, ont été enterrés par Manuel Valls, celui qui l'a suivi. Le rapport de Borloo, Jean-Louis Borloo, sur la politique de l'avenir, l'a été pareillement par Emmanuel Macron en 2018. Et il faut citer aussi la déprogrammation de la chaîne France O, France Outre-mer, en septembre 2020, et qui s'est effectuée dans l'indifférence générale en métropole. Voilà, alors donc on constate que la France continue à se construire à partir de l'État central, en faisant abstraction, trop souvent, des cultures, des régions historiques, des Outre-mer, des communautés immigrées et des peuples ex-colonisés. Voilà. Or, la démographie le prouve, la France est un pays multiculturel. Voilà. Alors, il faut savoir que l'éducation nationale est à la traîne à ce niveau et que des efforts ont quand même été fournis ailleurs, et en partie dans les médias. Après les émeutes de 2005, une charte de la diversité a été signée par médias et entreprises. Et c'est la raison pour laquelle on a une représentation des minorités visibles sur les écrans télévisuels qui désormais est quand même améliorée. C'est pas toujours optimal, mais on a toujours quand même une représentation qui est très correcte et qui est, désormais fait partie des usages. Il y a eu au niveau du cinéma des films plébiscités sur les établissements de banlieue, l'esquive, entre les murs, la journée de la jupe, les héritiers. Et force est de constater que rien de tel n'a été institutionnalisé à l'école. Et là, c'est vraiment un véritable problème. On voit une espèce de masse conservatrice. C'est peut-être le mammouth dont parlait l'ami de Jospin, je ne me rappelle plus son nom, ce ministre qui n'a pas laissé que des bons souvenirs aux enseignants. Toujours est-il que véritablement, il y a une masse de conservatrices qui empêche pour l'instant des évolutions nécessaires. Voilà. Et alors, je donne des exemples. J'ai parlé de l'enseignement de l'arabe, je n'y reviens pas. Mais dans ma discipline, donc qui est quand même une discipline fondamentale, le français, les littératures francophones et ultramarines françaises n'ont quasiment pas le droit de citer dans les programmes. Le dernier texte enseigné en terminale littéraire éthiopique de Léopold Sédar Senghor date des années 90. Une initiation au lycée qui a été programmée par la réforme de 2001 est restée lettre morte, etc. Voilà, donc on est obligé de constater que l'école est bien sûr comme toujours est au carrefour de courants contradictoires, mais ça ne serait pas un problème en soi. Mais le problème, c'est que ces courants contradictoires sont de plus en plus virulents. Voilà, on a bien compris qu'on était arrivé à un stade critique. Quand on voit l'exacerbation des forces réactionnaires, qu'elles viennent des pouvoirs publics ou de l'extrême droite, et également de l'islamisme radical, qui évidemment a une face réactionnaire, une version réactionnaire dans des quartiers populaires. Donc, plus que jamais, l'école doit jouer son rôle de médiation et d'inclusion culturelle. Voilà. Et de ce point de vue, pour conclure sur ce point, il faudrait comparer trois concepts. L'assimilation, ce dont se prévaut un Zemmour actuellement. L'intégration et l'inclusion. Alors, l'assimilation que demande une certaine extrême droite, ça serait le retour à des programmes purement ethno-nationaux. Voilà, c'est ça. Du patrimoine national, hexagonal. Voilà. On voit bien sûr l'impossibilité de retour à ce système-là, ce système éducatif. Actuellement, nous sommes dans une perspective intégrative qui, dans le meilleur des cas, fait en sorte que des individus méritants, bien sûr, prennent l'ascenseur social. Voilà. Mais comme vous savez, trop souvent maintenant, dans ce stade néolibéral autoritaire, ce sont les premiers de cordée qui prennent l'ascenseur, voilà, plus que les individus méritants. Et donc, il semble que dans cette période de mondialisation, de médiatisation, que les publics connaissent, il faut bien comprendre que les jeunes, ils écoutent des musiques du monde entier. Ils comparent, ils établissent des comparaisons entre leur culture, leur religion. Ce débat qui est mené parmi les jeunes, il doit être mené à l'école même. Et là, ça s'appelle l'inclusion.
Parce que l'inclusion fait intervenir le caractère collectif des apprentissages et sans aucun esprit communautariste ou bien de concurrence victimaire, hein, bien entendu, mais dans un esprit qui est propre aux sciences sociales, bon, de comparatisme, mais qui est sur la base donc, des qualités respectives, bien entendu, des différentes cultures et des différentes humanités dont les familles des publics scolaires sont porteuses. Hein, il ne s'agit pas de séparer les publics de leur famille, de leur entourage, de leur environnement culturel, mais de les inclure d'une manière bien entendu équilibrée, raisonnée. Il ne s'agit pas de faire du comparatisme interculturel, ce n'est pas ça le problème, mais que dans des disciplines porteuses telles que le français, ou d'autres, hein, bien entendu, c'est déjà le cas dans des disciplines telles que l'espagnol, hein, qui sont beaucoup plus ouvertes que le français, eh bien, il soit possible quand même de mettre des publics à l'aise en les faisant s'initier à, par exemple, à des éléments de littérature de leurs origines. Voilà un exemple. Voilà, donc j'en ai fini avec ce point qui évidemment est épineux. Hein. Voilà, on sait bien qu'on n'est pas tous d'accord sur ce point, que certains d'entre nous en restent à la laïcité. Moi, je ne pense pas que la laïcité soit un vecteur suffisant pour équilibrer la vie républicaine, hein, dans un pays multiculturel. Parce que la laïcité s'intéresse aux questions religieuses. On est bien d'accord. Donc, face à l'islamisme radical, toutes les formes religieuses, elle arrive à un équilibrage. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'enseignement des langues, des cultures, des patrimoines. Et là, ce n'est pas la laïcité qui peut nous aider à résoudre le problème de des relations intercommunautaires en France. Voilà, j'en ai fini sur ce point. Et un deuxième problème stratégique d'importance, c'est la question de la progression de ce qu'on appelle le capitalisme cognitif, et qui est le dernier avatar, loin d'un avatar du néolibéralisme dans sa dernière séquence. Alors là, il est force est de constater que là aussi, un retard est pris dans le mouvement social sur la prise en compte de ce concept. Voilà. Donc, il faut savoir quand même que dès 2009, je pense, hein, il y a eu ce qu'on appelle le vote de la stratégie de Lisbonne, hein, par les instances de l'Union européenne. Et juste après, ou juste avant, en 2007, le vote de la loi LRU, Liberté et responsabilité des universités, où justement les critères prédominants, dont les critères prédominants sont ceux, bien sûr, de la rentabilité, de la compétitivité. Hein, on pense au classement de Shanghai et à d'autres choses de cet ordre. Et comment mettre les universités françaises dans ce diapason-là. Voilà. Alors, ces critères de rentabilité et de compétitivité ne peuvent pas convenir pour des secteurs disciplinaires qui ne sont pas fondés sur la gestion donc, de biens matériels. Hein, bon, on peut comprendre qu'il y ait une rentabilisation de certaines disciplines scientifiques et technologiques, ça paraît tout à fait évident. Hein. Mais dans le cas, par exemple, des sciences sociales et des humanités, on n'est pas dans cet ordre-là. Bien sûr qu'il y a des départements qui peuvent être très rentables. Je pense par exemple à des départements linguistiques, hein, de traduction, ou dans le cadre des relations internationales. Ces départements vont être largement mobilisés. Mais la plupart du temps, au niveau des sciences sociales et des humanités, c'est la notion de service public, de service d'éducation et à la recherche sur justement des fondamentaux culturels, éducationnels, que ces disciplines prétendent, beaucoup plus que la possibilité de rentabiliser leur savoir et les modes culturels qui sont les leurs. Donc, véritablement, il y a une nécessité, à mon avis, pour le mouvement social et le monde enseignant, de sortir d'une vision assez exclusivement généraliste. Tout le monde, bien sûr, a droit aux mêmes garanties. On le comprend bien. Mais pour accéder quand même à des droits spécifiques. Là encore, comme pour les publics des quartiers populaires, comme pour la question des femmes dans l'enseignement, eh bien, dans le cadre des sciences sociales et des humanités, il faut un traitement spécifique. Hein. Il faut prendre en compte le fait que ces sciences sont désormais déconsidérées d'une certaine manière, partiellement, du fait de leur manque de rentabilité et de compétitivité, et que par ailleurs, elles sont ciblées par le pouvoir autoritaire, donc ministériel et élyséen, au motif du fait qu'elles seraient trop critiques et trop subversives. Voilà, donc là, il y a véritablement un seuil stratégique et une nécessité d'évoluer dans ce cadre-là, celui du refus du capitalisme cognitif sous la forme actuelle.
Et donc, moi, je pense à des disciplines telles que géopolitique, l'histoire sociale, l'anthropologie culturelle, la philosophie de terrain, la sémiologie des médias, la littérature et les arts francophones. Et pour conclure, sur cette question, donc, capitalisme cognitif, moi, je peux donner l'exemple de ma discipline et comment dirais-je, de la crise qui est la sienne. Dans les années 90, un courant donc, didactique très important a mis au point une grammaire du discours sur la base des acquis de la linguistique de la communication. Donc, on travaille sur le transfert de savoir académique, universitaire, linguistique de la communication, à un niveau didactique, avec ce qu'on appelle la grammaire du discours. Et donc, l'intérêt, bien entendu, de cette évolution verticale, c'était de faire accéder les publics à des enjeux communicationnels. Ça paraît tout à fait légitime en période de mondialisation, de médiatisation, etc. Eh bien, depuis l'exercice de Darcos, qui est un ancien inspecteur général de l'EP classique, on assiste à une déperdition de ces enseignements. Et donc, cela s'est fait d'une manière relativement clandestine. C'est-à-dire que autant le mouvement avait été important, il avait conduit à quand même des acquis en matière d'enseignement, qui n'était pas parfait, même là. Mais il y avait un acquis, eh bien, ça a été détruit en très peu de temps. Et qu'est-ce qui explique cette détérioration de la discipline fondamentale qu'est le français? C'est le fait que, à la différence des mathématiques, qui est l'autre pôle fondamental, lire, écrire, compter, on connaît bien les fondamentaux, eh bien, les mathématiques, depuis la mai 68, bénéficient de ce qu'on appelle un outil institutionnel qui s'appelle les IRAN, les instituts de recherche et d'enseignement en mathématiques, qui permet à des enseignants de tous les degrés, sans aucun esprit hiérarchique, de collaborer pour effectivement construire des outils didactiques de pointe en maths, puisque c'est bien que cette discipline a un taux d'excellence reconnu jusqu'à présent. Et la différence, c'est que le français, lui, faisant partie de ces fameuses sciences sociales et humanités, n'a pas bénéficié du même dispositif. Et en plus, il est largement féminisé au niveau de ses effectifs et de ses personnels. Et donc, on arrive à une forme de déséquilibre grave qui fait qu'actuellement, la discipline est quand même en déperdition. Sur ce terrain qui est quand même de la grammaire, c'est l'apprentissage linguistique. Voilà, un exemple. Bon, j'en ai fini sur la question, ce deuxième écueil stratégique qui est le positionnement par rapport au capitalisme cognitif. Et donc, dernière partie de ma communication, c'est la présentation du livre donc, collectif, SOS, École Université, pour un système démocratique, un système éducatif démocratique, et qui est à l'actif d'une équipe d'enseignants, de chercheurs, de formateurs de différents degrés, et qui ont des responsabilités syndicales importantes pour la plupart d'entre eux, puisqu'on a en particulier le président de l'Institut de recherche de la FSU, c'est pas n'importe qui, de même que la secrétaire adjointe donc, du SNES et d'autres, des responsables de la formation au niveau du SNESUP, une représentante de la FSU au comité hygiène, sécurité et conditions de travail, ainsi de suite. Un élu national CGT au comité technique universitaire et au conseil de l'enseignement supérieur et de la recherche. Voilà. Et donc, en 2 ans, on a quand même élaboré un programme de remédiation, voire d'alternative pour contribuer au débat sur la sortie de cette crise scolaire et universitaire. Et donc, ceci avec le soutien, donc je termine là-dessus pour la question de l'équipe, le soutien de l'Institut de recherche de la FSU. Alors, bon, pour décliner très rapidement, pour conclure ces points de programme, donc c'est le respect des statuts de la fonction publique et des garanties de liberté académique, didactique et pédagogique afférentes, qui sont reconnues au personnel. C'est la démocratisation des pouvoirs intermédiaires, le rectorat, les académies, les inspections générales et régionales, et des carrières. Ces carrières des personnels ne doivent pas rester à la discrétion de pouvoirs intermédiaires qui sont peu contrôlés. Il faudrait des appels d'offres transparents en matière de responsabilité d'encadrement, par exemple. Ça ne se passe pas
dans des officines entre pairs ou entre copains. L'arrêt des sanctions abusives des personnels et la réhabilitation des personnels indûment sanctionnés. Et de ce point de vue, bon, moi j'ai reçu beaucoup de plaintes de la part de collègues qui subissent cet état de fait. Et donc, véritablement, c'est un appel, moi je dirais, aux syndicats, quelle que soit leur obédience, bien sûr, si je puis dire, leur inspiration, leur sensibilité, pour confectionner des dossiers locaux, académiques, nationaux, de cas anonymes de sanctions. Pourquoi ne pourrions-nous pas sortir de cet isolement dans lequel sont les personnels en but, bien sûr, aux tracasseries administratives, discrimination et sanctions administratives, et pourquoi ne pourrait-on pas collecter ces cas d'une manière anonyme, bien entendu, pour sensibiliser l'opinion publique, les médias, et exiger une législation protectrice des personnels, et par là même protectrice des publics, parce qu'il ne s'agit pas, bien entendu, de corporatisme enseignant, il s'agit de bien comprendre qu'on est une communauté éducative et qu'il faut que tous les maillons de cette chaîne puissent être équilibrés de manière à ce que les enseignements puissent être construits et transmis de la meilleure manière, d'une meilleure manière. Alors, autre point, le respect strict de la parité homme-femme dans la mise en responsabilité des personnels au niveau donc, de l'encadrement. Bon, alors, reconnaissons que cela a été le fait sous le mandat Hollande, Najat Belkacem, à voir si c'est respecté strictement dans les faits. La titularisation des personnels auxiliaires avec la formation requise et, je dirais, toujours dans un esprit de convivialité, parce que moi, je peux témoigner de la réalité d'être souvent fantomatiques, qui vont rester 6 mois dans une salle des professeurs, avec lesquels on n'a pas eu le temps véritablement de discuter, de collaborer, de manière à pouvoir un temps soit peu, donc les aider à une intégration réussie. Alors, autre point, des passerelles à consolider entre la formation, l'école et l'université. Et je donnerai l'exemple de la réforme des collèges. Dans ce dissensus qu'il y a eu entre l'intersyndical et le mouvement pédagogique, sans arbitrage suffisant de la part de la ministre de l'époque, quelle que soit sa bonne volonté par ailleurs, eh bien, il semblerait qu'il y ait eu un élément manquant qui, à mon avis, est le personnel, le monde de la formation. Parce que là, au niveau des ISP, il y a des ressources humaines, il y a des ressources didactiques et pédagogiques qui nous permettaient, à ce moment-là, d'arriver à des formes de compromis, ou tout de moins de construction de savoir. Parce que ce qui était demandé dans la réforme des collèges, c'était de construire des séquences interdisciplinaires. Voilà, c'était ça. Alors, moi, je pense que ça partait d'un très bon esprit, je n'ai rien contre. Les syndicats de l'intersyndicale ne sont pas contre l'interdisciplinarité, mais encore faut-il avoir les moyens académiques et autres pour les mettre en place. Et là, il me semble qu'un élément manquant, ça a été les ressources de la formation continue, et donc des aspects qui permettaient justement qui auraient permis une collaboration pour la construction de ces projets interdisciplinaires. Alors, autre point, promouvoir les sciences sociales comme discipline à visée critique et solidaire, apte à élaborer des possibles ou des alternatives. Toujours pour l'université, promouvoir une université alternative, autonome et démocratique, qui fasse suite à celle de Vincennes, qui a été créée après mai 68, et cela dans une perspective d'accueil de différents publics et d'expression de voix académiques émergentes et minoritaires, dans le reste du panel universitaire, bien sûr. Promouvoir, comme il a été dit précédemment, une école inclusive pour les publics d'origine étrangère, non européenne, avec la formation des enseignants et l'enseignement de l'arabe, de la littérature et des arts francophones, des langues régionales, de l'histoire néocoloniale et une éducation à l'interculturel au niveau de la vie scolaire et universitaire. Et pour conclure, engager une campagne unitaire à l'échelle des forces progressistes en faveur de l'école et de l'université. Je pense que tout le monde a salué le fait que la santé et l'hôpital aient été mis au centre, bien sûr, très légitimement, des débats médiatisés pour leur réhabilitation. Ça n'a pas été forcément fait, bien entendu, d'une manière optimale. Les personnels
de ces secteurs pourraient en parler mieux que moi. Toujours est-il que autre service public à valoriser, hein, c'est le service, bien sûr, d'éducation et de recherche. Et à ce titre-là, visibiliser ces secteurs, spécialement en cette période électorale, hein, favoriserait le soutien populaire et permettrait évidemment d'aller vers des réformes nécessaires. Voilà, tous ces objectifs nous semblent bien sûr importants, hein, à l'équipe de l'ouvrage et finalement assez salutaires pour l'avenir de la jeunesse et du pays en tant que tel. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci Martine pour ce développement tout à fait conséquent qui donne bien un petit peu la mise en danger de l'école Oui. dans le cadre des politiques libérales menées par ailleurs. Nous allons maintenant faire intervenir Alain Refalo, qui est lui-même enseignant, puisqu'il est enseignant dans le primaire à Pibrac, ici en banlieue toulousaine, et lui va nous faire un tableau un petit peu à la résistance et de ce qui se passe de plus près sur le terrain au niveau de cet enseignement.